Carlos Pakassai à la réalisation, supervision technique de Jersey Omeno à la prise de vue. J'ai Dame Kamandundu et Landry Foko qui sera aussi au montage. C'est ce que j'appelle souvent la winner team, l'équipe qui gagne, qu'on ne change jamais. Mesdames, mademoiselles, messieurs, soyez les bienvenus dans Riposte. Riposte, comme vous le savez, une émission d'actualité politique, d'analyse et des débats, de faits de société. Alors, pour la première fois dans ce deuxième numéro de l'an 2020, je reçois à ma droite Monsieur Kangoulou Lobodadi, qui est entrepreneur et président ECOFIN de la force grise de l'UDPS. Monsieur Lobodadi, j'espère que je vous ai présenté et bienvenue pour la première fois dans Riposte. Merci beaucoup. Merci à Univers TV d'avoir pensé à nous, à Force Grise, pour ce débat que j'espère être enrichissant. Merci beaucoup. Alors, à ma gauche, lui n'est plus à présenter, mais pour la première fois dans Riposte, nous allons quand même le présenter. Il s'agit de Monsieur Michel Dumou, un grand dans le monde syndical, mais qui est conseiller économique de la République et aussi social. Monsieur Michel Dumou, bienvenue dans Riposte. Merci Lionel d'avoir pensé à moi pour la première fois dans Riposte. Je viens découvrir Univers TV et j'espère que les débats, comme mon collègue me le disait tout à l'heure, sera enrichissant. Merci beaucoup. Les débats dans Riposte, il est toujours enrichissant. Alors nous allons commencer avec ces premiers sujets d'actualité. Il s'agit de l'autoproclamation de Némon Semi. On en parle. Je commence avec vous, Monsieur Michel Dumou. Némon Semi qui s'autoproclame président de la République fédérale du Congo. Alors, face à cette problématique, quelle doit être la position des autorités? Faut-il dresser une action judiciaire à Némon Semi et il faut le dire qui s'autoproclame président d'un pays en droit qui n'existe pas? Non, je pense que c'est la conséquence des avancées démocratiques dans notre pays. Il faut que ça soit bien encadré parce que quelqu'un peut se réveiller le matin, il dit je suis président de la République, mais c'est dans sa tête. Mais pour entrer dans les cas de Némon Semi, il est président de la République spirituelle. Fédérale, hein, comme il est oui, dit. Oui, dans et puis c'est chapitre. Spirituel. Voilà. Donc, j'ai lu un document qu'il a adressé à ses collègues qu'il invite, ses collègues leaders. Entre autres, Franck Diongo, à qui il a adressé une lettre pour être parmi les membres du Présidium, parmi les 5. Hein. Quand il signe en bas, il ne signe pas comme président de la République. Donc il y a déjà un problème. Je crois que la difficulté majeure, c'est de pouvoir ça détourne beaucoup l'attention de ceux qui doivent gérer l'État, parce qu'ils doivent gérer des citoyens. La vie citoyenne, elle doit être gérée. Est-ce qu'elle sera gérée politiquement, spirituellement, ou comme vous l'avez dit sur le plan judiciaire? Je ne sais pas encore. Mais j'aurais voulu, si je pourrais conseiller le président de la République de passer sous silence. Parce que regardez, à partir de sa déclaration, un jour, et le matin, qu'est-ce qui s'est passé dans sa propre vie? Je crois rien ne s'était passé. Il est resté Némon Semi, leader de Bundu de Mayala, c'est comme ça qu'il aime son parti politique. Son parti politique. Et je crois que même le matin, les jeunes qui l'encadrent se sont réveillés, il n'y a rien qui a changé. Lorsque le pouvoir d'État change, nous avons eu l'opportunité, une meilleure opportunité pour notre génération. Nous avons vu un pape partir et un autre l'a remplacé. Nous avons vu des rois abdiquer pour laisser leur fils. Nous avons vu le passage du pouvoir de chef d'État dans notre pays. Ailleurs, je ne peux pas en parler. Vous avez vu comment les choses se sont passées. Il y a eu quelque chose qui a changé fondamentalement dans la République. Vous avez des gens qui avaient peur. Et un matin, ils ont retrouvé le sourire. Ils ne sont pas au pouvoir, la population. Mais dis-moi, quel est le Mukongo qui s'est retrouvé dans la déclaration de Némon Semi? Tout le monde pense qu'il est devenu fou. Non, il n'est pas fou. Mais il exprime ses convictions profondes, ses idées spirituelles. Et je crois qu'il faut encadrer ça purement sur le plan spirituel et peut-être éviter les dégâts parce que nous avons un précédent fâcheux. À un moment donné, il a entraîné des jeunes qui ont malheureusement tué. Donc c'est cet aspect-là qui commence par la politique et qui peut aller faire le côté sécuritaire qu'il faut encadrer pour que les jeunes qui risquent de croire qu'il est sorti de
Parce que la présidence qui se proclame, c'est juste dans sa tête, hein, ça n'existe pas sur le plan réel. Alors s'il entraîne des jeunes là-dedans, on peut avoir des cas qu'on a connus par le passé. C'est cet aspect-là qu'il faut véritablement surveiller. Voilà, alors je reviens à vous. J'espère que est-ce que vous pensez aussi dans la même lignée que monsieur, votre co-débatteur, ou bien vous avez un avis contradicteur? Non, je crois pratiquement à la même chose. Ça veut dire que c'est des effets pervers de la démocratie que tous nous tentons d'apprendre. Vous savez que dans ce pays, juste après la proclamation des résultats, on en a eu un qui s'est aussi autoproclamé. Oui, mais ce n'était pas pour la première fois. Hein. Tu sais que dit le père, à son temps, l'avait aussi fait. Je parle de ce cas, qu'on a laissé faire son show. Il a fait toute la République et à l'extérieur. Tout ce qu'on a retenu de ces shows, ce sont ces danses. Et je crois que pour le moment, l'affaire Némanda Nsemi, c'est une république imaginaire qui est dans sa propre tête, qui n'existe pas. Il aurait fait quelques incantations et il est tombé en transe et Dieu lui aurait révélé qu'il serait le président de cette république fédérale. Du je crois qu'il faut pas... Juridiquement, qu'il faut le préciser, qu'il n'existait pas. Hein. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'attarde à une situation qui n'en est pas une. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois qu'il doit être serein là où il est et ne pas s'occuper de ce genre d'élucubrations qui ne servent à rien. Le président, je crois, doit être focalisé sur le social et l'économique. Le reste importe peu. C'est une distraction. Oui, mais c'est une distraction, mais il y a l'association de Chi à laquelle appartient la première dame qui vient de porter plainte contre Némanda Nsemi pour incitation à la haine. Comment vous analysez un peu cette plainte-là de Chi à laquelle appartient la première dame, qui est d'ailleurs accusée dans la déclaration de Némanda Nsemi être rwandaise et co-gérée avec Kagame, la République démocratique du Congo? Déjà, c'est une raison. Si vous n'aviez pas ajouté les derniers éléments, je ne serais pas intervenu. Parce que je me dis, bon, qu'est-ce que les Bachis ont à voir avec Némanda Nsemi? Comme il a déclaré quelque chose qui concerne la première dame, je crois, si ses frères pensent qu'ils doivent se plaindre, les cours et tribunaux sont là pour faire la lumière sur ces choses. On ne peut pas commenter des décisions de justice. J'espère qu'à un moment donné, ils vont donner une réponse. Mais je rentre là-dedans pour dire, tu vois un peu comme je vous disais, la distraction. Il amène la première dame qui peut s'occuper à côté de son mari des questions réelles, notamment le soutenir sur le plan social, voir comment on peut assister des personnes qui sont en détresse dans des pluies diluviennes qui ont détruit des habitations, des personnes qui ont péri, qui périssaient à l'Est, de guerre. Alors voilà, on mobilise une partie de cette population qui devrait voir les orphelins, ainsi de suite, pour commencer à s'occuper d'une question qui devait être véritablement imaginaire. Et comme il a eu l'occasion de pouvoir parler d'une question réelle, c'est-à-dire les accusations toujours des Rwandais qui co-gèrent le pays, ainsi de suite, je pense que c'est bon aussi qu'ils doivent avoir un signal. Un signal pour lui dire on ne peut pas se permettre tout au nom de la démocratie, on ne peut pas citer des individus, même quand tu n'as aucune preuve, ainsi de suite. Je crois que ça peut être encouragé un peu pour que lui aussi sache que la République n'est pas devenue, on n'est pas une République bananière. Okay. Merci. Voilà. Alors, cette démarche-là de la population Chi à l'endroit de Némanda Nsemi, est-ce que c'est une démarche à encourager ou bien c'est une démarche qui va un peu encore porter de l'attention pour une situation que vous avez jugé à négliger? Non, je crois qu'il faut, je continue à maintenir qu'il faut négliger ça et oublier cette affaire. Je crois que l'UDPS s'est battu pour que le pays soit un et indivisible. Cette histoire, je ne sais pas... Mais quelque part, l'UDPS, vous vous trouvez un peu dans une situation inconfortable, parce que vous dites qu'il y a le président Etienne Tshisekedi qui l'a fait, alors... Comment nous, on peut traiter de cette situation? C'est vraiment une indélicatesse qui vous caractérise, cette situation. Le président Tshisekedi était élu et lui, il s'est fait nommer par Dieu. Je me demande sur base de quoi. Je reviens à votre question. Je ne conseillerais pas que cette association-là
de pouvoir prendre en charge cette histoire. C'est une distraction inutile. On peut le laisser commettre ses erreurs et puis si jamais un jour il arrivait à troubler l'ordre public, je crois que les autorités compétentes peuvent s'en saisir. Mais prendre une association cotérique pour tenter de faire ça, je crois que je déconseille cette démarche personnellement. Je ne vois pas Madame Denise, qui a des lourdes charges, être tentée de se lancer dans une telle aventure. Oui. Tout le monde est libre, heureusement, et peut sauter sur l'opportunité pour se faire connaître. Oui, mais est-ce que, Monsieur Michel Dumont, est-ce que cette affaire des Mondancé, mais est-ce que ne peut-il pas être l'opportunité de scruter un peu ce qui se passe dans la coalition FCC-CACH? Est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'on puisse, avec cette affaire, s'opposer? Parce que les Mondancé, il parle quand même d'une présidence de façade. C'est une affirmation qui a été appuyée par le Fridolin Cardinal Ambongo, qui disait que, en fait, le président de la République n'a pas de marge de manœuvre. L'ancien régime surjoue toujours et ne laisse pas au président Félix de pouvoir bien gérer les pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a lieu qu'on puisse aller et qu'on se pose quand même des questions sur la coalition FCC-CACH? Voilà. La coalition FCC-CACH, c'est une coalition politique. Une coalition politique est faite sur base des intérêts politiques. Il faut donc partir du fait que c'est des intérêts divergents d'hier qui se sont mis ensemble. Moi, j'ai travaillé dans ma jeunesse au chemin de fer. Et lorsqu'une locomotive a déjà pris... il faut le souligner que vous êtes un cadre de la STTP. Merci. Quand une locomotive est déjà partie, lorsque vous voulez l'arrêter, ça prend du temps. La même chose pour la démarrer. Pour démarrer, nous avons mis autant de temps pour avoir un gouvernement. Pourquoi? Parce que les personnes qui hier, j'ai dit bien 6 mois. Les individus qui hier se sont combattus devraient trouver un schéma pour collaborer. Et ils en ont trouvé. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que la population ne sait pas. L'UDPS et le PPRD, c'est le même parti politique sur le plan idéologique. Ce sont de la social-démocratie, il faut les souligner. Dans le passé, je vous coupe pas la parole, dans le passé, on a même reproché à ces deux partis qui s'entraient dedans, pourquoi ne pas vous coaliser? Parce que vous êtes de gauche, le même parti de gauche. Merci. Maintenant, je reviens sur la question des marges de manœuvre. Quel est le pouvoir que le chef de l'État du Congo, de la France, des États-Unis a? Le pouvoir du chef de l'État se trouve dans la Constitution et c'est ce pouvoir-là que Joseph Kabila a laissé. Maintenant, le reste, c'est un appareil d'État. C'est un appareil. Comment voulez-vous comparer le pouvoir qui est exercé à un certain niveau par les députés provinciaux, s'ils orientent à gauche ou à droite, et vous prenez ces résultats, vous mettez sur le chef de l'État? Non. Il est le garant au-dessus des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Et pour cet État qui venait de sortir d'une situation où personne ne nous a donné une chance, je vais vous dire que c'était difficile. On a l'occasion de voyager. Si tu reçois un coup de téléphone, tu rencontres un ami, on vous dit après les élections, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est le chaos. C'est le chaos. Nous avons perdu un parent en Afrique du Sud et nous voulions l'enterrer ici, à Kinshasa. Je vais parler de Papa Olangi. Nous avons souffert dans notre chair parce que le corps ne pouvait pas venir. Parce que tout le monde était incertain. On ne sait pas comment ça va se passer. Dans l'entretemps, Etienne Tshisekedi meurt. On ne sait même pas ramener le corps parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et par la grâce de Dieu, ces deux personnalités, je parle d'abord d'eux-mêmes, ceux qui sont au sommet. Joseph Kabila... Vous ne parlez pas des performances faites au niveau de la CENI, mais vous parlez d'une grâce de Dieu. Je parle de la grâce de Dieu parce que la paix que nous avons dans nos cœurs
Généralement, c'est Dieu qui les donne. Et puis, la CENI a travaillé. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont au service de la nation, chacun faisant quelque chose. Je parle de la grâce de Dieu. Parce que quand les Américains, les Français, ils amènent les Angolais à se tenir debout parce que demain, ça va éclater au Congo et que toutes les armées commencent à s'organiser pour intervenir demain, je te dis, à un moment donné, on était désarmés. On ne savait pas ce qui va se passer. Si la guerre se passe dans la ville de Kinshasa avec 14 millions d'habitants, tu sais que ça va être l'hécatombe. Mais un matin, il y a eu une volonté de ces deux groupes, le CACH et le FCC, pour se dire, regardons dans la même direction. Mais nous ne sommes qu'au début. Pourquoi les gens s'agitent tant? La première chose que vous avez vue, que nous avons observé, moi j'ai commencé à glisser politiquement, vers la politique, pendant que Chadali circulait dans le pays pour restructurer les PPRD. Le monde entier regardait. Personne n'a commencé la campagne à ce moment-là. En tout cas, le groupe qui était en face poussait encore pour une transition de 2 ans. C'est des faits réels que nous avons vus. Et ces gens ont circulé, ils se sont choisis à ce moment-là les candidats députés, ils ont eu le temps de pouvoir s'organiser, et nous sommes repartis en campagne dans les conditions que vous savez. Donc selon vous, des questions qui se posent sur la coalition FCC-CACH ne sont pas une. Non, les questions sont réelles les faits posés par la problématique des mondanciers mis, au fait, ne peut pas donner lieu. Je termine par là, Lionel. C'est faire des questions sur la coalition FCC-CACH. Les questions sont réelles en raison des intérêts des individus. Mais au niveau national, Joseph Kabila a laissé le pouvoir constitutionnel à Fachi, Félix Antoine Tshilombo. De ce côté-là, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Non. Maintenant, quand on regarde à l'extérieur, ce sont les hommes. On voit l'homme, Michel Dioumou, qui était ou qui est avec A, et on voit un homme, Lionel, qui était ou qui est avec B. Maintenant, les attitudes internes font que chacun essaye de subsister en tant que groupe pour voir les échéances futures. C'est ça que tu vois, c'est la peur de ce que nous deviendrons demain, entre 2023 et plus, qui fait qu'il y a un peu de tiraillement en bas. Mais c'est une société normale. Ce qui sortant de chez nous, regardez ce qui se passe en France, avec les gens d'En Marche. Ils ont pulvérisé l'espace politique avec tous les partis traditionnels qui ont pratiquement disparu. Mais est-ce que le président a-t-il aujourd'hui toutes les manettes? Lui, ce n'est pas Joseph Kabila qui l'a mis. A-t-il vraiment aujourd'hui toutes les manettes pour pouvoir gérer la France correctement, faire continuer ses réformes? Il a des difficultés. Voilà, donc, pourquoi on regarde notre situation comme étant unique? Voilà, merci beaucoup. Alors, je me retourne aussi à vous. Je rappelle, M. Lobodadi, que vous êtes président de l'ECOFIN, force grise de l'IDPS. Est-ce que la problématique de question des mondanciers ne vaut-il pas la peine d'aller un peu fouiner dans des questions qu'on déplore dans l'accord FCC-CACH? J'ai déjà répondu sur mondancier, mais je n'ai pas besoin de faire la publicité du monsieur. Mais ce sont de faits réels qui existent. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question peut-être FCC-CACH. Il y a des plaintes, oui. Je crois que contrairement à mon co-débatteur, moi je pense que les questions se posent et sur le plan individuel et sur le plan national. Parce que c'est un regroupement qui dirige ensemble au pouvoir. Et normalement, ce qui a eu comme situation après la passation du pouvoir, c'est une situation inédite où un président qui venait de l'opposition arrive avec beaucoup de volonté, assez de volonté pour changer les choses, pour bousculer, pour changer de mentalité. Et on avait aussi un groupe au pouvoir. Malheureusement, qui n'a pas eu de la majorité pour pouvoir un peu concrétiser cette volonté-là, il faut le souligner. Ce groupe au pouvoir qui a gagné les élections au niveau législatif, mais qui cherche aussi à être dans le statu quo, à ne pas bouger. C'est une situation inédite, ce n'est pas facile pour le président, mais c'est un homme de terrain, un diplomate avéré. Je crois que si on parle individuellement, il y a à se poser des questions sur la bonne volonté des uns et des autres, à pouvoir faire marcher la coalition. Si on n'y arrive pas, je crois qu'il faudrait à un moment, pour la bonne marche du pays, avoir le courage politique de dénoncer la coalition. Peut-être dénoncer la coalition, c'est-à-dire quoi? La quitter, la défaire? Et là, le président devient quoi dans cette coalition?
vraiment une étiquette, sans majorité, sans manœuvre de pouvoir faire la force de bouger le président de la République, il reste président de la République et la Constitution lui donne assez de pouvoir. Il y a beaucoup d'articles dans la Constitution qui lui donnent assez de pouvoir pour pouvoir manœuvrer ses propres décisions. Mais au niveau de la coalition, je crois que les questions qui se posent sont tout à fait légitimes. Il faut laisser les gens s'exprimer autour de la question et les gens prendre position. Peut-être qu'avec ça, ça peut aider les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin et à pouvoir marcher. Ce qui est vrai, c'est que dans le cas actuel, la situation actuelle, comme le président a eu à le dire plus d'une fois, la coalition, c'est le meilleur système qu'on puisse adopter. Et ça fait presque une année qu'il se bat à pouvoir chercher à faire marcher ça. Est-ce que, à l'allure où vont les choses, il ne va pas perdre le crédit qu'il avait au début de son mandat? C'est des questions qu'on se pose. Mais on croit que, tant bien que mal, on pourra peut-être tenter de faire marcher cette coalition qui titube. Merci beaucoup. C'est sur ces paroles-là que nous allons quitter ces dossiers pour embraser les dossiers de situation qui se passent au niveau des institutions académiques, précisément à l'INIKIN. Vous êtes enseignant, M. Michel Dioumou, au-delà de votre casquette de syndicaliste et aussi conseiller de la République. Comment avez-vous analysé ou scruté ce qui se passe au niveau de l'INIKIN, où un ministre qui signe un décret sur le maintien du taux, parce que tout est parti du taux fixé pour le frais académique, mais il y a un groupe d'étudiants avec les comités de gestion qui se réunit et qui adopte l'augmentation de frais académiques. Comment avez-vous scruté ces problèmes au niveau de l'INIKIN? Bon, à regarder les images, tu sais que c'est passé au campus de Kinshasa, c'est choquant. C'est choquant parce que ceux qui sont à la colline... Des étudiants, des intellectuels qui seront le cadre de demain, ça donnait à donner la mort à un policier. Je me dis que ça a été... C'est très choquant parce que généralement, les étudiants protestent face au gouvernement. Ils disent non, nous ne voulons pas ceci, nous voulons... Avec manière, il faut le souligner. Mais c'est pour la première fois que je vois les étudiants se retourner contre les bâtiments de l'université, saccager l'université, saccager la banque. Ça n'a rien à voir, c'est une institution privée. Et tuer un policier, je ne sais pas s'il est mort, mais je crois qu'il a été, je n'aime pas regarder les images d'horreur. Ça, c'est choquant. Mais revenons sur la question elle-même. Je crois que c'est une question qui est mal gérée. À quel niveau? Au niveau du ministère ou au niveau de l'INIKIN? Au niveau gouvernemental et au niveau des parents. Je saute les enfants. Est-ce que vous savez que tout le monde se plaît que la qualité de l'enseignement a baissé depuis des années? Alors, si le même parent qui paye $600 dans une université privée, ici, $600, $900 à côté, refuse de payer 260 ou trouve que parent, 260, je dis le même parent, je dis le même parents des étudiants qui sont à l'INIKIN, c'est les fonctionnaires de l'État. Oui, on fait une caricature pour détruire l'avenir. Ceux qui sont dans la gestion des entreprises ou en politique. Merci. Tu as parlé que je suis enseignant. Et je te dis que j'ai 13 enfants. Donc j'ai des enfants dans l'enseignement public et j'ai des enfants dans l'enseignement privé. Un conseiller de la République. Alors quand je te dis le même parent qui accepte de payer $600 chez William Bott, excusez-moi de citer une université, qui paye plus de 750 à l'UPC, voit son fils en train de dire 260 pour l'INIKIN, la première université qui doit être rétablie par l'État et par nous, les parents, pour reprendre son leadership de l'enseignement dans notre pays. Vous dites 260, c'est beaucoup. Le message pourrait être autrement.
Nous voulons que le gouvernement subventionne l'université. On ne peut pas casser. On peut demander des subventions à l'université. C'est toujours possible. Regardez tous ces enfants qui sont en train de chercher d'aller au Canada pour... Nous envoyons les fonctionnaires, nous envoyons les enfants... Parents représentés par leurs enfants. Moi, je pense au niveau du gouvernement, il n'y a pas de responsabilité. Non. Qu'est-ce que le ministre a fait? C'est la même instruction académique qui sort toutes les années. C'est la même instruction. Oui, c'est vrai que le ministre qui est parti a pris un décret maintenant le frais, reconduisant le frais de l'année passée. C'est ce que je dis. Il laisse les comités académiques avec les étudiants d'encadrer la question outre son décret. Est-ce que là n'est pas une... Non, je crois que là, il y a un problème. Il faut qu'on puisse clarifier. C'est la même instruction académique qui sort tous les jours. Et c'est le même taux. Mais nous avons connu un gouvernement qui venait de passer, le gouvernement tout dernier ici avant, Tchibala. Le gouvernement Tchibala, qui a donné un taux inférieur, le taux 92. De 92. Voilà. La conséquence que les gens ne voient pas, c'est quoi? Le gouvernement est tenté de payer la différence. Et le gouvernement est essoufflé, le trésor public est en difficulté pour continuer. Mais nous continuons à faire des pressions pour que cette différence soit couverte par le trésor public. Et le trésor public paye. Ça, les enfants ne savent pas. Ou ils savent, ils ne veulent pas dire. Ou les parents le savent, ils ne veulent pas le dire. Mais il faut le dire que le taux que l'on a payé l'année passée, le gouvernement est en train de suppléer. C'est comme ça que le nouveau ministre arrive. Je n'ai pas été, je suis pas dans son cabinet. Il a maintenu. Il maintient les taux. Non, il maintient les frais tels que ça devrait être. Voilà. Et il dit que chaque comité de gestion, eu égard à la question de l'application de taux de 92 ou de 145, le taux budgétaire, discutez entre vous pour les fixer à francs congolais. Parce que si vous les fixez en dollars, à partir du moment où ça va commencer à fluctuer, nous aurons des problèmes pour pouvoir faire accepter les taux. Donc, restons corrects avec nous, utilisons nos francs congolais. C'est comme ça qu'on a publié. Alors, si c'est 490 000, s'il te plaît, je suis fonctionnaire de l'État et j'envoie mon enfant pour aller étudier au Canada, tu sais combien je paye? Je ne sais pas, dites-les à la... 14 000 $. Et ici, nous nous endettons. Vous en avez la possibilité, c'est pas un fonctionnaire. Je parle de fonctionnaires qui ont fait les sacrifices pour envoyer des enfants à l'étranger, qui n'ont pas de bourse. Le minimum annuel, c'est 14 000. Je connais, je ne peux pas citer, c'est des fonctionnaires. Parce que nous voulons toujours caricaturiser pour dire, mais le fonctionnaire n'a que 100 $, ainsi de suite. Mais les paysans qui nous ont fait étudier, mon père n'a jamais été fonctionnaire. Il m'a fait étudier avec l'argent des champs et de bétail. Tu vois ça? Donc selon vous, c'est plus les étudiants qui a très mal géré la situation. Et au niveau du gouvernement, vous ne donnez aucune responsabilité. Je pense que le dialogue social a été mal enclenché. Même entre le gouvernement et les étudiants, même entre le comité de gestion qui a déjà fait la réunion des partenaires. Quand il a fini la réunion des partenaires, il faut que les étudiants s'approprient la communication interne. Pour dire aux gens, dans leur faculté, dans leur home, voici pourquoi on est arrivé à ce niveau-là. Voilà. Le Minerva n'a pas bougé. Voilà. Voilà. C'est la question de taux. Voilà. Monsieur Dedi, je reviens à vous. Donc, vous pensez plutôt aussi comme votre co-débatteur que, au fait, le problème se situe au niveau du dialogue social qui a été mal engagé entre les gestionnaires de l'UNIKIN et les étudiants et ils ne donnent presque aucune responsabilité au niveau de l'État. Les gens devraient arrêter à gérer les conséquences des situations. Je crois que c'est chaque année qu'on revit la même chose et il faudrait quand même qu'à un certain moment qu'on arrête. Qu'il y ait un mort du côté étudiant ou du côté du policier, c'est un mort de plus. Il faut que cette histoire-là s'arrête. Donc quand on a commencé cette histoire-là, on pouvait déjà voir ce qui s'était passé dans le passé et anticiper sur la situation. Quand vous regardez, moi je ne crois pas comme lui que les étudiants se soient révoltés au point d'attaquer leur propre administration, au point de brûler. On a vu les images. Hein, oui, je suis tout à fait d'accord. Qu'on s'attaque à une bande. J'ai vu les images. Et c'est des images qui choquent, surtout quand on est en train de tuer un policier en pleine mission. Mais je me mets quand même à réfléchir sur cette situation en même temps. Je me dis, vous êtes autorité de tutelle, vous avez une université qui avait une capacité de 6 à 7 000 étudiants, aujourd'hui qui a entre 30 et 40 000, vous vous posez déjà des questions. Ça veut dire que c'est un milieu chaud où toutes sortes de manipulations
peut arriver. C'est-à-dire vous ne connaissez pas les intentions des uns et des autres. Aujourd'hui, si vous regardez l'environnement même de l'UNIKIN, regardez les quartiers qu'il y a tout autour. Tchad, le nouveau quartier Banzalemba. Vous voyez tous ces quartiers chauds en tout l'université. Ça veut dire qu'en cas de problème c'est-à-dire vous soutenez qu'il y a eu infiltration au niveau de l'UNIKIN? Je m'imagine que c'est une situation que tout homme qui analyse la situation peut se dire. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème à l'UNIKIN, il y a des gens qui peuvent venir des quartiers environnants pour prêter main forte et chercher à tirer quelques francs. Je ne pense pas qu'il y ait un seul étudiant. Où est-ce que vous situez les responsabilités des uns et des autres? Où se situent les responsabilités? Écoutez, les responsabilités... Je parlais tout à l'heure de manque d'anticipation et on devait vraiment cesser de gérer les conséquences. J'ai dit qu'il y a un problème de gestion. On est habitué à gérer des conséquences que d'anticiper les relations. Vous voyez déjà à quel niveau se situe la situation. Ça me pousse quand même à réfléchir sur tout ce qui se passe. Ça veut dire ce qui se passe à l'UNIKIN, si le ministre de tutelle ne cherche pas à réfléchir ou à anticiper sur les autres instituts supérieurs et universités, nous risquons de revivre la même situation. Depuis que ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a pris comme réforme? Qu'est-ce qu'il a proposé comme réforme? Il a délogé les étudiants de l'UNIKIN. Il a géré une conséquence. Il est allé vite en besogne. Il a sorti les étudiants. C'était peut-être la solution en ce moment-là, mais je demande carrément maintenant là, peut-être à lui-même le ministre et à tous ceux-là qui gèrent la question de pouvoir vite régler cette question parce que on ne peut pas laisser nos étudiants trop à l'extérieur. Et deuxièmement, s'il vous plaît, lorsqu'on prend une décision, il faut aussi voir les autres aspects. Ça veut dire qu'il y a des étudiants... vous parlez des étudiants qui n'ont pas de parents ici, qui ont été délogés des hommes. Je vous vois venir. Oui, justement, ça veut dire qu'il y a des questions qu'il faut savoir régler et pouvoir savoir anticiper. Bon, le vin est tiré, il faut le voir. Le bois, c'est déjà fait, on y est, mais ce qu'on demande, c'est qu'au moins au retour, qu'il y ait des solutions concrètes, non seulement pour l'UNIKIN, mais aussi pour toutes les universités. Ça veut dire que les gens qui vont maintenant reprendre les homes, j'espère qu'on va les réhabiliter et autres, et l'administration, ce sera des gens qui sont réellement inscrits à l'UNIKIN, des gens en ordre avec et l'institution et l'État qu'on peut loger dans les conditions les meilleures. Et puis le reste, c'est un problème de dialogue social. Dans le milieu des étudiants, nous tous on l'a été, je crois qu'il faut beaucoup plus privilégier le dialogue. Voilà, dialogue, vous êtes d'accord sur ces sujets-là. Alors je commence par vous. Alors, que faut-il faire pour éviter, vous en avez parlé, que faut-il faire pour éviter de pareilles situations dans d'autres institutions? Que doit-on faire? Qu'il commence déjà maintenant ce qu'il y a fait à l'UNIKIN. Ça veut dire commencer déjà à ouvrir que ce dialogue qu'il y aura entre le comité de gestion et les étudiants et les autres parties prenantes, que lui, comme ministère, au vu de ce qui s'est passé à l'UNIKIN, qu'il soit aussi partie prenante. Qu'il puisse voir et que la communication après les résolutions soit bien faite. Je parie qu'il y a une partie des camarades qui n'étaient peut-être pas informés des décisions prises par leurs collègues, par leur comité et ainsi de suite. Ça créait un sérieux problème. Il faut bien organiser le dialogue. Quand vous avez des résolutions, vous rentrez, vous communiquez comme il se doit, mais aussi, ne nous leurrons pas d'illusions, il faut quand même commencer à penser à reformer le secteur. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, à la vue de ce qui est en train de se passer presque partout, commencer à penser à l'éducation nationale de manière générale. Voilà. Alors, Monsieur Michel Diomou, je vous sais un grand chantre, un grand partisan du dialogue social, mais au-delà du dialogue social, quelle est la solution que le gouvernement ou au niveau des autres institutions académiques qui doivent être prises pour qu'on ne revive plus la situation qu'on a vue au niveau de l'UNIKIN? Dommage que le trésor public est encore un peu en difficulté, mais il faut investir. Mon collègue vient de dire tout à l'heure que vous avez des auditoires qui débordent. Là où on a pris un cadre de 7 000, vous êtes à 40 000, vous faites quoi?
Et comme l'ensemble de la nation ne voit pas cette situation-là, que c'est l'avenir qui est hypothéqué, vous ne voulez pas qu'on augmente les frais, vous n'avez pas d'argent au trésor public, on n'a pas encore créé assez de richesses pour intervenir là-dedans, et vous voulez avoir des universitaires de haut niveau. Moi, je pense qu'il y a un problème. Quand vous avez un auditoire de 700 étudiants, quand vous avez un auditoire de 1000 étudiants, l'attitude de l'enseignant change. L'attitude de l'enseignant change. Lorsqu'il a 300 personnes, lorsqu'il en a 700 et lorsqu'il a 1000, ça devient difficile. C'est intenable. Alors, c'est une question globale qu'il faut regarder. Je vois qu'il y a un petit pas qui vient de se faire et qui doit être consolidé d'abord, réformer l'enseignement fondamental. À partir de l'enseignement fondamental, on peut mettre dans la tête des valeurs qui peuvent monter. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université. Aujourd'hui, la situation, c'est que tout le monde va à l'université. Tout le monde, dès que vous avez le diplôme d'État, l'orientation, c'est l'université. Quelque part, il y a une manque de vision. Voilà, il y a une manque de vision. Reformer l'enseignement fondamental, je crois qu'il faudrait qu'à un certain moment qu'on prenne le courage d'arrêter avec cette histoire de partis politiques et de pouvoir réfléchir de manière globale à la situation. L'éducation doit être un tout. Yes. Le jeune homme qu'on envoie à l'école maternelle, c'est celui-là qui va jusqu'à l'université demain. Ça veut dire qu'il faut une politique globale de la situation. Pas un ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui va venir avec son plan à lui, avec sa façon de voir les choses, et ainsi de suite, qui va renvoyer les mêmes enfants à l'université avec un autre ministre qui va avoir un autre esprit. Je crois que il faudrait que de plus en plus qu'on soit centré sur des débats de société comme ça. Voilà. C'est un tronc commun. Ça, c'est un tronc commun pour tout le monde. Alors, vous, les politiques, il y a un manque de vision sur ce que doit être l'éducation nationale. Non, c'est clair. Mais quand vous dites qu'il y a un manque de vision, je dis non. Si vous regardez dans la Constitution, l'éducation a une place. Maintenant, dans nos têtes, nous sommes en train de nous plaindre au lieu d'agir. Et lorsqu'il faut agir, beaucoup de spectateurs. L'école était parents pauvres. On a beaucoup de spectateurs. Regardez comment la restructuration a été faite. Pendant longtemps, les écoles qui fonctionnent en bas sont entre les mains des confessions religieuses et une partie à l'État. N'est-ce pas? Ouais. Il faut renforcer ce dialogue en bas. Lorsque le président de la République a dit gratuité, il faut que tous ces acteurs descendent pour capitaliser cela afin d'augmenter en nombre et en qualité l'enseignement en bas. Parce que quand on disait que nos parents étaient des intellectuels, qu'est-ce qu'ils savaient faire? Compter, lire et écrire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ceux que nous recevons à l'université, je vous assure, il arrive jusqu'au moment où il va prendre le diplôme de graduat. Et il doit défendre son travail de fin de cycle. Mais quelqu'un lui écrit ce qu'eux appellent maintenant le discours, c'est-à-dire le résumé qu'il doit mettre au jury, mais il ne sait pas lire correctement son propre résumé. Enfin, par complaisance, on donne un diplôme. Voilà. Et ce carton qu'on voit écrire le nom et le pourcentage, c'est un carton qui est destiné à être mis dans une valise. Qu'est-ce qui restera dans l'enfant? Voilà. C'est ce qu'il a dans la tête qu'il doit amener. Alors, ce qu'il a dans la tête, on ne le prend pas à l'université. Il faut le construire à partir de la base. Alors, et c'est pourquoi je crois que là, on s'est complété. Est-ce qu'il y a-t-il pas lieu, je vous rejoins, vous allez prendre la parole, de réfléchir à ce que doit être la cellule de base d'une société qui est la famille? Est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'on puisse réfléchir sur la famille? Parce que c'est de là que doivent sortir des valeurs. Oui. Mais c'est tout un tout. Ça veut dire que l'éducation, quand un enfant, il commence à partir de la famille, il va à l'école, il va dans la société, et l'église, et ce sont toutes ces composantes sont des partenaires dans l'éducation, dans ce que tu es. C'est que moi je suis, c'est ce que mon père et ma mère m'ont donné, mes frères, c'est ce que mon école m'a donné, c'est ce que mon église m'a donné, c'est ce que ma société m'a donné. Donc ça fait un tout. Si je reviens aux qualités indignes que l'université ou l'école renvoie à la société, nous sommes tous responsables. On ne va pas dire que ce sont les étudiants ou ce sont les professeurs. Je crois que toute la société a pu voir cette situation venir et l'a accompagner de manière active ou passive, mais nous avons tous été. Aujourd'hui, heureusement que
avec l'état actuel, ça nous donne le temps de pouvoir débattre sur des questions réelles, des questions de société, et non pas nous lancer dans la politique. C'est d'ailleurs le but de cette émission Riposte, qui lance, qui met sur la place publique de grandes questions de société, le grand sujet de société, avec le co-débatteur pour pouvoir réfléchir et proposer des solutions. Alors là, il y a une rumeur, ou c'est pas l'intox, une réalité, que sur qui le ça et là, j'espère que vous êtes au courant, on parle plus de la balkanisation à gauche. Balkanisation, Lumumba en avait parlé en 1960, mais au fait, de plus en plus, cette question de balkanisation s'impose sur la place publique. Alors, monsieur Dadi Lobo, entrepreneur et président de l'ECOFIN, force grise de l'UDPS, balkanisation pour vous, intox ou réalité? Je crois que vous avez dit, Lumumba en a parlé. En 1996, j'étais encore à l'école lorsque Kabila venait, Kabila père. Mobutu en avait parlé. Et après, quand il y a eu cette révolution... restera même s'il faut faire des accords avec le diable. Le Congo, ça c'est Mobutu qui le disait. Quand il y a eu cette révolution de parler avec l'AFDEL, ils en ont parlé encore. Et quelques temps plus tard, avec les Bemba, les Rubewa, on en a parlé. Au finish, je crois qu'on donne trop de crédit au Rwanda. On a besoin d'être concentré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le social, c'est l'économique et c'est autre chose. Regardez, quand j'analyse un peu la situation de ceux-là qui parlent de la balkanisation, ce sont les mêmes qui nous ont parlé. C'est toute une étude, ça a suivi un chronogramme bien détaillé. Ils ont commencé par la vérité des urnes, d'une certaine manière, et puis on crée une sorte de transition. Après, c'est dialogue. Après, voilà, il y a balkanisation d'ici peu, donc on doit aller au dialogue. Imaginons même par folie qu'on puisse accepter cette histoire de dialogue. C'est avec qui comme partie prenante? Ça veut dire que si, par exemple, le président accepte et se dit « allons au dialogue », parce que c'est ça la réalité. Les gens cherchent à aller au dialogue et se redistribuer. Oui, mais est-ce que ne pensez-vous pas, parce que cette question qui prend de... Est-ce qu'il y a-t-il pas lieu, non pas aller à un dialogue où c'est connu déjà, on parle de partage équilibré et je ne sais pas comment on appelle ça, du pouvoir, mais au fait, parler de cette question en long et en large. Vous pensez pas mais ça arrive à quel moment? C'est là que j'allais. Ça arrive au moment où l'armée est en train de remporter des victoires. Les renseignements militaires nous ont fait état de la complicité de certains politiques et de certains membres de la société civile, ici au Congo, à Kinshasa, tout comme à l'Est, mais aussi à l'étranger. Donc, selon vous, la balkanisation ne sera vidée qu'avec la solution à la crise à l'Est? Non, je crois que le président s'y prend très bien. Il a ouvert 3 fronts. Il a ouvert le front diplomatique, il a ouvert le front militaire, et même en interne, c'est un homme ouvert au dialogue. Parce qu'il a été allaité à cette mamelle-là, le dialogue. Et il le fait avec tact et doigté. Mais revenons quand même, on doit à un certain moment arrêter avec cette histoire de dialogue. J'aimerais que ces gens qui sont partisans du dialogue... Non, enfin, de la balkanisation, hein, on parle plus de la balkanisation. Non, ils parlent de balkanisation, mais comme solution, au finish, il faut voir la finalité. Au finish, ils disent, attention, il y a la balkanisation qui vient. Pour éviter ça, alors, la question que je pose, réalité ou l'intox, ces problèmes de balkanisation? Je suis en train de remarquer que l'armée congolaise, que je soutiens à 100%, est en train de remporter des victoires. Et d'ici peu, avec leur commandant suprême en tête, on pourra avoir le pays tout à fait réunifié. Voilà, donc selon vous, ne pas trop parler de cette question parce qu'on risque de trop donner l'importance au Rwanda. Je reviens à vous, Michel Diomou. La question de la balkanisation. Est-ce que tu permets que je commence par là où vous m'aviez arraché la parole sur la question de l'éducation? Je vous le permets, prenez une minute et puis... Une minute seulement, voilà. Pour dire qu'il faut créer des passerelles où tous les acteurs, comme nous l'avons dit, mon au niveau de l'éducation, où même les entreprises participent.
J'ai déjà vu les systèmes suisses, comment ils fonctionnent. Donc, dans l'éducation, dans la formation... L'éducation à l'écoute de la société. Voilà. Les besoins réels de la société. Voilà. Merci beaucoup. Je ferme rapidement la parenthèse. Je reviens sur la balkanisation. Est-ce que c'est rumeur ou réalité? Je dis réalité. Pourquoi? Il y a un grand problème à l'Est. Pendant longtemps, nous avons été à la manœuvre quand le pouvoir change au Rwanda. Quand les Hutus ont pris le pouvoir, les Tutsis sont venus ici. Ils se sont installés ici pendant des années. Et nous les avons intégrés dans la société. Maintenant, quand ça change, les Tutsis rentrent, les Hutus viennent au Congo de la manière la plus dramatique, c'est-à-dire de la situation de 96. Et il y a eu des choses que nous lisons maintenant dans des rapports officiels de l'ONU, ces massacres qui sont venus se faire dans notre pays. Cette balkanisation, c'est leveau, est due à l'instabilité qu'on observe au niveau du Rwanda, qu'il faut, selon vous, régler. Ça part de là. J'étais à Bujumbura. Et puis quelqu'un, le chauffeur qu'on m'a donné... Je ne comprends pas. Je voulais continuer. Voilà, vous aurez la parole. Voilà. La balkanisation, là, c'est une réalité. Voilà. Pourquoi je dis que c'est une réalité? On n'a pas réglé la question de l'instabilité du Rwanda. Ces gens n'ont pas de terre. Oui, mais pourquoi les questions rwandaises doivent venir s'ingérer dans le fonctionnement normal de l'appareil tactique de l'État? Qui est prêt à partir, à être annexé. Non, c'est-à-dire, si j'aurais terminé, vous allez comprendre que c'est une question réelle qui est régulièrement, nous les traitons un peu avec, comme nous les faisons avec assez de sentiments. Négligence. Non, avec passion. Avec émotion. Avec émotion, merci d'avoir complété. Donc, cette situation où toute instabilité au Rwanda nous déverse des populations depuis les années 59 à ce jour, crée une situation des personnes qui veulent s'installer. N'oubliez pas que le Rwanda n'a rien comme richesse. Je ne comprends pas comment Dieu a fait ça. Quand vous allez à la frontière, excusez-moi de vous dire ces choses, vous plantez la patate ici, dans la terre congolaise, et vous plantez la même patate dans la terre rwandaise, la patate de la terre congolaise va pousser mieux que celle qui est de l'autre côté. Ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Alors, vous avez des gens qui sont au kilomètre carré atassés et des étendues énormes. Quand ils sont partis dans des différents refuges, il y en a qui ont pris la nationalité congolaise, il y en a qui ont pris la nationalité... Je veux vous relancer. Je vais terminer par là. La problématique au fait, de l'exiguïté du Rwanda par rapport à la grandeur de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une situation unique qu'on voit dans beaucoup de pays ou un petit pays à côté d'un grand pays et qui n'a jamais posé problème. Donc si le problème s'impose, c'est-à-dire... Laisse-moi terminer, vous allez comprendre. Voilà, les désordres qui les Belges ont créé ce que l'on appelait la République démocratique du Congo et du Rwanda Urundi. Voilà. Ces provinces n'ont pas vocation d'être de pays. Mais les Belges ont créé des pays. Quand ils ont créé des pays, vous savez qu'ils ont opposé les deux. Nous sommes à 400 environ. 452 tribus. 400. Maintenant, si j'avance, parce que je n'avance pas, j'explique la question de la population. Et quand ils se déversent, ils ont besoin de s'installer. C'est pourquoi les guerres que nous avons là-bas, ce sont des guerres pratiquement d'occupation. On chasse des populations autochtones, on tue, on brûle, et après, ce sont les autres qui s'installent. C'est pourquoi on parle de la balkanisation. C'est-à-dire que nous voyons seulement le fait que balkaniser, ça veut dire une partie du pays est annexée ailleurs. Vous pouvez attendre Satan, ça ne va pas arriver. Mais sur le plan réel, sur le pays, vous avez des populations qui se sont déplacées, qui ont abandonné leurs champs, mais ces champs sont occupés par d'autres. C'est l'idée que je voulais faire passer. Et quand mon collègue est intervenu, il a parlé même des renseignements militaires qui ont montré qu'il y a des gens qui s'abreuvent là-dedans. Ils sont installés confortablement dans leur fauteuil à Kinshasa, mais ils s'abreuvent de morts et de l'instabilité à l'Est. Pour l'instant, laissons le travail qui est en train de se faire se poursuivre. À quel niveau? Que je crois, au niveau gouvernemental, le chef de l'État a déplacé l'état-major de l'armée. Ça, il faut pas, il l'a dit, il l'a fait. Il a déplacé l'état-major de l'armée qui est maintenant à Béni avec des résultats que nous suivons, même dans les réseaux sociaux, ça continue. Si cette opération continue et que les personnes qui manipulent sont dénichées et mises parce qu'il faut qu'ils soient sanctionnés un jour,
Ils sont assis aujourd'hui et comme il y a réellement des renseignements, on vérifie. Vous parlez de l'infiltration. Est-ce que moi je peux parler de l'infiltration? Nous avons connu des guerres à l'Est. Au niveau de l'armée. Je vous donne un exemple. Oui. Nous connaissons une guerre avec des rebelles. On a appelé M23. Pour faire la paix, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré tout le monde. Ceux qui sont venus de gauche et de droite, on les a intégrés dans l'armée. Est-ce qu'ils sont des infiltrés? Non. C'est pas ça l'infiltration. Bon, s'ils sont infiltrés, pourquoi on les a maintenus dans des zones à problème? Aujourd'hui, les chefs de l'État ont déplacé la plupart des commandants qui étaient là-bas. Ils sont maintenant affectés ailleurs. On a mis d'autres. Vous avez des résultats. Donc, je pense que sur le plan politique, diplomatique et sécuritaire, je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Patientons un peu. Les débats qui se passent sur les autochtones du Nord Kivu qui auraient signé un document, nous voyons ça dans les réseaux sociaux, il y a un professeur d'université à Corée qui a fait cette dénonciation pour dire qu'il y a un document qui circule et que ce document-là, les autochtones du Nord Kivu demandent l'autonomisation du Kivu. Ça, c'est un vrai danger. Parce que si, finalement, parce que l'ONU, dans ses statuts, n'intervient pas lorsque un peuple veut s'autonomiser. L'ONU va dire... L'autodétermination est inscrite comme un droit. Voilà. Alors, si cette initiative passe, ça veut dire que la balkanisation aura lieu. Parce qu'à partir du moment où... Le danger, c'est que vous relayez un message d'un groupuscule qui n'a aucun impact au pays. Oui, mais les dangers... Oui, excusez-moi, je ne relaye pas, mais il y a quelqu'un qui a dénoncé ça. J'espère... Avec quel impact? J'espère... de discuter sur des questions. Mais là, malheureusement, la difficulté, c'est laquelle? Ceux qui réfléchissent et qui disent ces choses, ils mettent par écrit. Ils mettent par écrit. Et quand un citoyen congolais de loin a l'occasion de lire et qu'il dit, il faut en tenir compte. Il faut dépassionner le débat pour regarder qu'est-ce qu'il dit. C'est que dans ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il y a un élément qui peut nous permettre de conseiller notre système de gouvernement pour que nous puissions aussi agir. Tout le temps, depuis 1996, moi je termine par là, quand la guerre de l'Est, comme on l'appelait, a éclaté, j'ai organisé des conférences. La guerre de l'AFDL de 96. Oui, nous, on l'appelait à l'époque la guerre de l'Est. Voilà. On a organisé des conférences pour mobiliser les Congolais, mais nous avons vécu. Il y a quelqu'un qui est venu nous donner tout un document qui a été écrit, qui prévoyait toutes ces guerres. Il est venu de Londres, c'est un Congolais. Il est venu avec, les documents étaient en swahili. Donc, je ferme la parenthèse. Il y a des gens qui réfléchissent sur des choses que nous voyons là. Nous aussi, nous devons, et j'apprécie que vous soyez un groupe de réflexion, il faut absolument réfléchir sur ces questions. Est-ce que ce sont des rumeurs? Est-ce qu'il y a des éléments réels pour y apporter des réponses à deux niveaux? Voilà, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez me rassurer qu'on peut se retrouver, parce qu'il y a un sujet que j'aurais bien voulu parler, la transformation des entreprises étatiques en société commerciale. Vous êtes de l'économie, vous êtes conseiller économique et social, vous êtes entrepreneur. J'espère que vous pouvez donner rendez-vous à nos téléspectateurs on peut venir pour en parler prochainement. Prochainement. En tout cas, moi, je viendrai. Voilà. Je viendrai. Merci beaucoup. Alors, c'est le temps nous fait défaut. C'est ici que s'achève cette émission Riposte. Donc, chers téléspectateurs, je reçois dans cette émission M. Dadi Lobo, qui est entrepreneur, mais en même temps président ECOFIN de la force grise de l'IDPS. À côté, il a eu un co-débatteur, M. Michel Dioumou, qui est conseiller économique et social de la République, mais aussi, quand bien même il ne le veut pas, mais c'est un grand syndicaliste qui va à la retraite, qui va petit à petit vers la politique. Voilà, avec le 2, nous avons parlé sur l'affaire Némo-Nansemi, la situation de l'Inikin, mais aussi la problématique de la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est ici que s'achève cette émission. Mais je ne vais pas la boucler sans pourtant remercier mon équipe technique. Donc derrière la caméra, j'ai idée, merci Mandundu et Landry Foko qui va aussi monter cette émission. À la réalisation, j'ai eu Carlos Pacasa avec la supervision technique du directeur technique Jersey Omeno. Donc restez branchés sur le programme de Univers Groupe Télévision, votre univers.